La politique, c'est quand même un univers fascinant. On y voit des choses, parfois difficiles à suivre. Un leader politique, par exemple, peut tracer une ligne rouge. Mais alors, une ligne ininfranchissable, avec des mots très durs, des principes. Non négociable, oui. Exactement. Et puis, paf, 2 ans plus tard, on le voit traverser cette même ligne, tranquillement, comme si de rien n'était. Et là, on se demande tous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un oubli? Un vrai changement d'avis? Ou simplement la politique avec un grand P. C'est ça. Et cette question, elle se pose aujourd'hui avec une acuité toute particulière au Cameroun autour d'une figure de l'opposition, Cabral Libi. Il a fait quelque chose qui a plongé, mais alors vraiment, beaucoup de monde dans une profonde perplexité. En effet, et on est en plein dans le sujet des documents qu'on analyse aujourd'hui, on va se pencher sur un vrai cas d'école, un cas de communication et de stratégie politique. On parle donc de Cabral Libi. Il est député, président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et le 9 janvier 2025, il a participé à la cérémonie des vœux au président Paul Biya. Ce qui, en soi, peut paraître normal. Exactement. Pris comme ça, isolément, on se dit, bon, c'est un acte républicain, rien de plus. Mais quand on met ça en perspective, Ah, avec ses déclarations passées. voilà, là, ça devient une véritable énigme. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce revirement, comprendre d'où il partait, explorer les raisons possibles de ce virage, À 180 degrés, on peut le dire. complètement, et analyser l'impact que ça peut avoir. Et c'est là que ça devient passionnant, je trouve, parce que ce n'est pas juste une petite histoire politique. Ça touche à une question fondamentale pour toute figure d'opposition, surtout celles qui se veulent en rupture. Hmm. C'est la question du pragmatisme. À quel moment ce pragmatisme, qui est peut-être nécessaire pour exister politiquement, à quel moment il bascule dans ce que ses propres électeurs pourraient appeler un reniement? C'est le fil rouge, en effet. C'est ce fil-là qu'on va tirer. Alors, pour commencer, plantons le décor. On revient 2 ans en arrière. On est en janvier 2023. Même invitation, même cérémonie au palais présidentiel. Et là, la réponse de Cabral Libi, c'est non. Un non catégorique, cinglant. Il n'a pas juste dit non merci. Ah non, pas du tout. Il ne se contente pas de décliner poliment, il prend la parole publiquement, il justifie sa décision, et avec une virulence assez remarquable. L'analyse qu'on a sous les yeux cite précisément ces mots de l'époque. Et Et les mots sont choisis, ah oui, sont choisis pour frapper les esprits. et c'est peu de le dire. Il explique qu'il ne peut pas, et je le cite, se retrouver confondu avec des prévaricateurs de la fortune publique. Le mot est lâché, prévaricateur. Ce n'est pas rien. Il ne parle pas d'adversaires politiques, là. Il parle de gens qu'il accuse, en gros, de piller le pays. C'est une violence, Inouï. c'est une attaque frontale. Et il va même plus loin, il parle de bandits à col blanc. Waouh. Il faut bien comprendre que cette formule, au Cameroun, elle n'est pas du tout anodine. Les histoires de corruption, de détournement, c'est un sujet omniprésent, ça alimente une très forte exaspération. Bien sûr. Donc en utilisant ces termes, il ne fait pas que de la politique, il se connecte directement à cette colère populaire. Il se positionne comme le chevalier blanc, quoi, celui qui refuse de s'asseoir à la table des méchants. Absolument. Il dresse un mur moral entre lui et le reste de la classe politique qui est à cette cérémonie. Pour lui, y aller, ce serait une... comment il dit déjà une inconséquence politique. C'est ça. Il disait qu'il craignait de jeter le doute et la confusion. Le message était donc limpide. Ma crédibilité, c'est mon intransigeance. Je suis différent, je ne me mélange pas. C'était sa marque de fabrique. Une position d'une dureté incroyable. On se demande bien ce qui pourrait faire bouger une ligne pareille. Et pourtant, elle a bougé. On avance de 24 mois. Janvier 2025. La scène est la même, le palais, l'hôte, tout est pareil. Et cette fois, Cabral Libi est là. Présent. On le voit dans la file, il serre la main du chef de l'État, au milieu de toutes ces personnalités qu'il fustigeait 2 ans avant. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Elle insiste sur un détail, mais un détail crucial. Lequel? Rien dans le contexte n'a changé. Les mêmes ministres, les mêmes directeurs généraux, ceux qui sont souvent soupçonnés publiquement de mauvaise gestion, ils sont toujours là, à leur poste. Les bandits à col blanc n'ont pas disparu. Donc le seul truc qui a changé, C'est Cabral Libi lui-même. C'est le seul élément qui a bougé dans l'équation. et c'est ça qui rend la chose si vertigineuse. Si le gouvernement avait lancé une grande opération main propre, s'il y avait eu un remaniement spectaculaire, bon, on pourrait comprendre. On se dirait, ok, le contexte a changé. Voilà, sa décision aussi. Mais là, non.
Le décor est identique, les acteurs sont les mêmes, mais le protagoniste qui refusait d'entrer en scène est soudain sous les projecteurs, au centre. C'est exactement ça. La question devient alors inévitable et elle a enflammé les réseaux sociaux, les débats. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête et dans celle de ses stratèges pour justifier un tel retournement de veste? C'est la grande question, oui. Et l'analyse qu'on a explore plusieurs pistes, plusieurs hypothèses qui circulent pour tenter de rationaliser ce qui apparaît comme une contradiction flagrante. On peut les regrouper, disons, en trois grandes familles. La première, elle est d'ordre philosophico-politique. D'accord. L'idée serait qu'il a tout simplement évolué, mûri. La source pose la question comme ça, a-t-il reconsidéré sa conception de la décence républicaine? En clair, est-ce qu'il s'est dit qu'après tout bon, le respect des institutions, ça prime sur le combat politique? Et que boycotter une cérémonie présidentielle, c'était une erreur de jeunesse. Une radicalité contre-productive, voilà. C'est l'hypothèse de la normalisation, en quelque sorte. Le jeune loup un peu radical qui apprend les codes et se transforme en homme d'État. L'idée serait qu'il a compris que la politique de la chaise vide, c'est symboliquement fort, certes, mais c'est une impasse. Ça mène à l'isolement, oui. Et pour peser, il faut être dans la pièce, même si on n'aime pas la déco et les autres invités. Je peux comprendre cette logique, mais ça implique d'admettre que sa position de 2023 était une erreur. Et ça, C'est un aveu qui est difficile à faire pour un politique. c'est un aveu qui, pour l'instant en tout cas, n'a pas été fait. Et c'est pour ça que d'autres observateurs, eux, se tournent vers une deuxième hypothèse, beaucoup plus stratégique. Laquelle? Le texte suggère qu'il pourrait s'agir d'un signe de normalisation avec le régime, ou pour le dire autrement, d'une stratégie d'apaisement. Là, on n'est plus dans l'évolution personnelle, vous voyez? On est dans le pur calcul. D'accord, il cherche à se rendre plus fréquentable. C'est ça, à devenir un interlocuteur possible. Il polit son image, il arrondit les angles pour ne plus être perçu comme l'opposant irréductible, mais comme un partenaire potentiel, peut-être, dans un futur dialogue. D'accord. Mais une stratégie d'apaisement, ça, n'est-ce pas un pari extrêmement risqué? Ah oui, Il risque de perdre sa base, celle qu'il aimait justement pour sa radicalité, sans pour autant gagner la confiance du régime qui le verra toujours comme un adversaire. tout à fait. Il pourrait se retrouver le bec dans l'eau, rejeté par les siens et pas accepté par les autres. C'est tout le paradoxe. Et votre point est excellent, parce qu'il souligne la fragilité de cette stratégie. Elle repose sur l'idée que le pouvoir en place est prêt à jouer le jeu, à voir ce geste comme une main tendue. Et non comme un signe de faiblesse. Exactement. Et historiquement, ce n'est pas toujours le cas, mais ça nous conduit logiquement à la troisième piste, qui est la plus pragmatique et peut-être aussi la plus cynique. Si ce n'est ni une évolution philosophique, ni une grande manœuvre stratégique, bah, il reste l'explication la plus terre-à-terre. Les élections qui approchent. Voilà, le calcul électoral pur et simple. Logique. L'analyse le formule comme un possible réalignement tactique en vue des prochaines échéances électorales. Dans cette lecture, sa présence à la cérémonie n'a rien à voir ni avec ses convictions, ni avec une stratégie de long terme. C'est une opération de com. Une opération de communication électorale. Tout à fait. Il s'agit de se construire une stature présidentielle, de ne plus apparaître seulement comme le critique virulent, le tribun du peuple, mais comme un homme capable de rassembler, de respecter les institutions, un futur père de la nation. Il cherche à rassurer en fait. Oui, l'électorat modéré, l'administration, peut-être même les milieux d'affaires, qui pourraient être un peu effrayés par un profil trop contestataire. Mais est-ce que ces trois pistes-là, est-ce qu'elles sont vraiment si distinctes? Hmm, c'est une bonne question. Un calcul électoral, ça ne peut pas être la conséquence directe d'une nouvelle stratégie d'apaisement, par exemple? J'ai l'impression que ces hypothèses peuvent s'emboîter, non? Si, si. Il peut avoir personnellement évolué, c'est la piste 1, ce qui l'amène à adopter une stratégie plus conciliante, la piste 2, dans le but de maximiser ses chances aux élections, la piste 3. Les trois pourraient être vrais en même temps. C'est une excellente remarque. Elles ne sont absolument pas exclusives les unes des autres, c'est certain. On peut même imaginer un scénario où le calcul électoral est le moteur principal, mais où l'évolution personnelle et la stratégie d'apaisement servent de justification. À la fois pour lui-même et pour ses équipes. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'au milieu de toutes ces spéculations, il y a un élément factuel qui est venu ajouter à la confusion. C'est la réponse officielle de son camp. Ah oui. Et quand on la lit, celle-là, on a l'impression d'assister à une manœuvre d'esquive de classe mondiale. C'est le moins qu'on puisse dire.
Face à la tempête de questions, la communication de son parti a été mais d'une brièveté déconcertante. L'entourage du député, contacté pour avoir une explication, a simplement répondu, et la source le cite mot pour mot, toute invitation du chef de l'État est un honneur. Et c'est tout. C'est tout. Un honneur, point. Pas un mot de plus. C'est une phrase qui relève du protocole, le plus élémentaire, une formule de politesse républicaine. Personne ne peut dire que c'est faux. Non, bien sûr. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qu'elle ne dit pas. Elle ignore complètement, elle passe sous un silence assourdissant la position de 2023. Il n'y a aucune tentative, même maladroite, de justifier le changement. On ne demande pas pourquoi ce qui était une inconséquence politique Est une source de confusion, il y a 2 ans. est devenu un honneur aujourd'hui. La question n'est même pas effleurée. C'est presque pire qu'une mauvaise justification en fait. Oui, Le silence sur le changement, c'est un aveu implicite qu'il n'y a pas de bonne explication à donner publiquement. Et en communication politique, c'est une règle de base. Si vous laissez un vide, vos adversaires se feront un plaisir de le remplir. et c'est exactement ce qui se passe. Ce vide narratif, il est rempli par des accusations de trahison, de compromission. Ce qui nous amène à la question la plus importante finalement, au-delà des intentions, quelles sont les conséquences réelles de ce geste? C'est le point névralgique de l'analyse. Parce qu'un acte politique, ça se juge moins sur ses motivations, qui sont souvent secrètes, Que sur ses effets, qui sont toujours visibles. précisément. Et le risque principal, identifié très clairement, c'est une hémorragie de crédibilité. Ce geste est perçu par une partie, non négligeable de sa propre base militante, comme un reniement. Le mot est lâché. Et il est extrêmement lourd de sens. Un reniement de la parole donnée, des principes affichés, de la posture qui a fait son succès. C'est tout son capital politique en fait qui est en jeu. Exactement. Surtout pour un opposant qui n'a ni le budget de l'État, ni le contrôle de l'administration. Sa seule véritable arme, c'est sa parole. C'est la confiance qu'elle inspire. Et là, il a peut-être tiré sur sa propre armure, parce qu'il a bâti toute son image sur cette idée de rupture, d'intransigeance morale. C'est vrai. Le discours de 2023 était simple et puissant. Il y a eux, les bandits, et il y a nous, les purs. C'était presque manichéen. Mais politiquement très efficace. Très. Et en 2025, en se rendant à la cérémonie, il fait exploser cette frontière. Il se retrouve physiquement au milieu d'eux. Le message devient complètement brouillé. Qui est-il finalement? Le pourfendeur du système ou un membre du club qui critique juste un peu plus fort que les autres? Vous mettez le doigt sur le cœur du problème de crédibilité. L'analyse conclut sur ce risque majeur. Ce retournement pourrait durablement entamer la crédibilité de celui qui s'était positionné en fer de lance de la moralisation de la vie publique. C'est une formule forte, ça. Très. Quand votre fond de commerce, c'est la morale et l'intégrité, la moindre suspicion d'incohérence peut être dévastatrice. La confiance, c'est un peu comme une allumette. On ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Une fois que la parole est dévaluée, c'est extrêmement difficile de lui redonner de la valeur. Il imagine le casse-tête pour lui maintenant. S'il reste silencieux, il laisse prospérer l'idée du reniement. Hmm. S'il s'explique en disant qu'il a juste changé d'avis, on va lui reprocher son opportunisme, sa versatilité. S'il tente d'expliquer une stratégie politique complexe d'apaisement, on va l'accuser d'être un tacticien sans conviction. Il est un peu coincé. Il est dans une situation où toutes les issues semblent mauvaises sur le plan de la com. C'est pourquoi, si on devait résumer le dilemme qui est mis en lumière ici, c'est vraiment le choc entre deux logiques. D'un côté, on avait une position de principe, intransigeante, qui a permis de construire une identité politique forte, de mobiliser une base de partisans convaincus. Très solide. Et de l'autre, on a maintenant un acte de pragmatisme politique dont les motivations, on l'a vu, restent floues. Mais peu importe finalement que ce soit du réalisme, du cynisme ou de la stratégie, les conséquences, elles, sont potentiellement très lourdes. C'est l'éternel conflit entre la pureté du discours et les compromis de la pratique. Et c'est une histoire qui va bien au-delà de ce cas précis en fait. Elle nous renvoie à une question qui est sans doute l'une des plus difficiles en politique. Absolument. Pour un mouvement ou un leader qui prétend vouloir changer les choses en profondeur, où se trouve la ligne de partage? Où s'arrête le compromis intelligent, celui qui permet d'avancer ses pions, d'obtenir des victoires partielles? Et où commence la compromission? Oui, Ce moment où, à force de vouloir jouer selon les règles du système, on finit par être absorbé par lui, et on oublie pourquoi on se battait au départ. Ce revirement de Kamral Libye, quelle qu'en soit la raison, laisse cette question fondamentale en suspens. Et c'est à ses électeurs désormais de décider de la réponse.